Vous est-il déjà arrivé de constater que dans certains domaines de votre vie, les mêmes scénarios, les mêmes situations se répétaient presque sans fin et de manière assez désespérante? Alors, si c'est le cas, je pense que cette troisième vidéo de formation que j'ai préparée à votre intention, elle est faite pour vous, à nouveau, et vous allez voir que à partir du moment où on est capable d'identifier la source, la racine de ces répétitions sans fin, il est possible de sortir du désespoir. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de formation dans le cadre du lancement de l'Académie des relations authentiques. Je suis Jean-Jacques Crèvecoeur, auteur, formateur et conférencier international depuis 1989. Ah oui, ça commence à faire beaucoup d'années, hein, ça. Et je suis aussi l'heureux fondateur de 4 académies de formation en ligne. L'Académie de la vie en mouvement, l'Académie de la vie consciente, l'Académie de la santé intégrale et l'Académie qui nous intéresse actuellement, qui est l'Académie des relations authentiques. Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents, comme on dit à la télévision, vous ne serez pas surpris que le but de cette série, c'est de mieux comprendre les principales dimensions inconscientes qui sont à l'œuvre dans les relations interpersonnelles. Et donc, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque normalement, vous êtes supposé avoir déjà visionné la première et la deuxième vidéo, chose d'ailleurs que je vous conseille. Je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos dans l'ordre, puisque chaque vidéo est le prérequis de la vidéo suivante. Donc, ici, vous êtes dans la troisième vidéo, donc arrêtez tout si vous n'avez pas vu la première et ou la deuxième. Allez au-dessus de cette vidéo, même si vous êtes sur un téléphone portable, vous allez voir qu'il y a un petit menu déroulant et sélectionnez la première vidéo, la deuxième vidéo. Prenez un carnet pour noter parce que vous allez voir que je vous livre énormément d'informations extrêmement utiles et précieuses. Et puis, revenez après pour cette troisième vidéo. Parce que, effectivement, toute cette série, je l'ai préparée et je l'ai conçue de telle sorte que vous soyez capable de mieux identifier les dimensions inconscientes qui sont vraiment le soubassement, qui constitue le soubassement de nos relations interpersonnelles. Et si on n'est pas conscient de ces dimensions inconscientes, on aura beau suivre tous les séminaires de communication non violente, les séminaires de la méthode ESPER, de l'analyse transactionnelle, etc., vous allez quand même, sans le vouloir et sans le savoir, saboter et s'aborder tous les efforts que vous ferez pour essayer d'améliorer la qualité de vos relations. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai non seulement conçu cette série de 5 vidéos, mais en plus, je les offre gratuitement parce que je pense que même si vous avez suivi déjà des séminaires de communication classiques, je dirais, c'est probablement la dimension qui vous manque et la clé qui vous manque pour que vos efforts soient couronnés de succès. Bien. Alors, petit rappel très très rapide. Dans la première vidéo, je vous avais proposé d'identifier 9 processus de sabordage et de sabotage des relations interpersonnelles afin de les désamorcer. Et ça, c'était une vidéo qui s'intitulait « En finir avec l'inconscience relationnelle ». La deuxième vidéo avait pour objectif d'identifier l'origine et la dynamique des scénarios de contrôle et de comprendre la genèse de leur cercle vicieux et d'explorer des stratégies de vie plutôt que d'être encore dans la survie. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, c'était « En finir avec le contrôle pour survivre ». Et vous entendez et vous voyez d'ailleurs que quand on parle de cercle vicieux, évidemment, quand on est dans un cercle vicieux, ça a tendance, évidemment, à se répéter. Et c'est pour ça que, dans cette troisième vidéo de formation, je vais vous aider à identifier les mécanismes qui sont à l'origine des situations répétitives et de découvrir surtout ce qui entretient cette répétition
pratiquement ad infinitum, parce qu'une fois que vous aurez pu découvrir ce qui entretient ces situations répétitives, eh bien, vous serez capable, et ça c'est ma promesse et mon engagement pour aujourd'hui, vous serez capable de commencer à, je dirais, conjurer cette malédiction de la répétition désespérante sans fin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo d'aujourd'hui « En finir avec les répétitions désespérantes ». Voilà. Alors, les recommandations d'usage, bon, vous les avez ici sous les yeux, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous sommes toujours dans le début du programme de l'Académie des relations authentiques. Donc en fait, c'est véritablement 5 vidéos qui doivent être considérées comme faisant partie du corpus de la formation à laquelle vous pourrez vous inscrire dans quelques temps. Vous retrouverez les dates de publication des 2 dernières vidéos de formation et la date aussi de l'ouverture des inscriptions de cette académie. Voilà, donc je ne reviens pas là-dessus. Continuez toujours à noter dans votre carnet sur les pages de droite. Vous faites des liens surtout avec votre vécu parce que c'est comme ça que ça va vous apporter véritablement quelque chose. Ne me croyez toujours pas sur parole, je ne détiens toujours pas la vérité depuis la dernière vidéo, mais par contre, testez. Je vais vous donner un outil extrêmement précieux qu'habituellement j'enseignais dans mes séminaires payants, mais là j'ai décidé de vous le donner de façon gratuite parce que je pense que c'est tellement calamiteux de se retrouver toujours coincé dans les mêmes répétitions, les mêmes scénarios répétitifs, les mêmes souffrances, etc., que je trouvais que c'était important que je vous livre cela et que je vous mette ça à disposition. Donc, testez l'outil que je vais vous donner à la fin de cette vidéo pour vérifier si ce que je raconte, c'est des conneries ou au contraire, si ça vaut la peine. Mais surtout, ne me croyez pas sur parole. Je vous demande de vérifier dans votre vie à vous. D'accord? Et sinon, si cette vidéo vous a fait réfléchir et si ça vous a fait du bien, si en plus les outils que je vous donne tout au long de cette première série fonctionnent pour vous, améliorent la qualité de votre relation, eh bien, ce que je vous demanderai en retour, c'est de partager le lien de cette vidéo qui se trouve sous cette vidéo à vos connaissances ou en tout cas à ceux dont vous pensez que ça pourrait leur faire du bien. Voilà, donc j'en ai fini avec l'introduction et maintenant nous allons passer au premier chapitre. Ce premier chapitre, je l'ai intitulé « Les répétitions issues des cercles vicieux ». Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit dans l'introduction, effectivement, à partir du moment où on est dans un cercle vicieux, ça c'est ce que nous avions vu la fois dernière, cercle vicieux qui est lié à nos stratégie, à nos scénarios de contrôle, où nous voulons absolument contrôler l'autre pour être rassurés sur le fait que nos besoins fondamentaux vont être satisfaits. Bon, à partir du moment où on essaye de contrôler et que ça devient un cercle vicieux, évidemment, la propriété même d'un cercle vicieux, c'est de se répéter à l'infini si on n'y met pas fin à un moment donné, c'est-à-dire si on ne change pas de scénario de contrôle. Vous voyez, et d'ailleurs, dès la première vidéo que je vous avais livrée il y a quelques jours, eh bien, je vous avais dit d'ailleurs que le 8e processus de sabordage et de sabotage, je vous remets la diapositive que vous aviez vue dans la première vidéo et où je vous disais 8e processus de sabotage, la répétition des mêmes comportements névrotiques engendre les mêmes conséquences. C'est ça que nous allons travailler aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous avais déjà annoncé que ce serait l'objet de la vidéo 3. Et effectivement, vous voyez que je tiens mes promesses. Alors, que vous dire à propos de ces répétitions sans fin qui sont issues des cercles vicieux? D'abord, je ne peux pas résister au plaisir de faire allusion à ce film que vous avez probablement vu aussi, Un jour sans fin. Ça, c'est la traduction québécoise du film The Groundhog Day, donc le jour de la marmotte, si vous voulez, donc qui est un film tout à fait délicieux où une équipe de journalistes qui fait
le reportage du jour de la marmotte pour savoir si la marmotte va voir son ombre, et si elle voit ou non son ombre, on saura si l'hiver va encore se prolonger ou si on va voir arriver le printemps. Eh bien, c'est un film où le monsieur, qui est un bonhomme absolument infect, irrespectueux, égotique, prétentieux, etc., se réveille tous les matins, le même jour. Et il entend son radio-réveil raconter la même chose. Il se rend compte qu'il est toujours coincé le 2 février. Et ça va se répéter des centaines et des centaines et des centaines de fois pour lui. Et il va essayer de sortir de ce cercle vicieux par tous les moyens. Donc, je ne vous raconte pas la suite du film, mais j'ai trouvé ce film quand même très intéressant d'un point de vue spirituel. Parce que si vous regardez le film, ou si vous avez déjà vu le film et que vous le revoyez, vous allez vous rendre compte qu'il ne sortira de ce cercle vicieux absolument infernal, parce que même quand il fait des tentatives de suicide, ou même quand il se suicide, eh bien, il se réveille le lendemain matin, à 6 heures du matin, le même jour, c'est-à-dire qu'en fait, les choses continuent à se répéter de façon complètement infernale. Et en réalité, il ne parvient à sortir de ce cercle vicieux qu'à partir du moment où il entre dans une attitude de respect inconditionnel, d'amour inconditionnel, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va se réveiller le lendemain du jour où il a répété des centaines et des centaines de fois les mêmes scénarios au début, et puis finalement il s'est rendu compte qu'il devait changer de scénario s'il voulait s'en sortir. C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Et donc vous vous souvenez que j'avais vu avec vous 4 scénarios différents, 4 cercles vicieux différents que je vais redétailler tout à l'heure pour l'analyser avec un autre point de vue, mais simplement je vous les remets là. Pour l'instant, je ne vais même pas les lire, c'est simplement le rappel que il faut absolument que vous ayez vu d'abord la deuxième vidéo avant de voir celle-ci. Alors, la nature d'un cercle vicieux, en fait, si vous y réfléchissez, c'est de développer une dynamique systémique avec pour conséquence qu'il ne peut ne jamais s'arrêter. Alors, quand je parle de dynamique systémique, évidemment, ça fait allusion aussi au fait que la démarche que j'ai élaborée, que j'ai créée avec Anna Noutiran, au début de notre vie conjugale, eh bien, c'est la dynamique relationnelle systémique. Et c'est intéressant vraiment de bien se rendre compte que, effectivement, si nos relations ont une tendance à se répéter, c'est parce que d'une part, nous sommes dans une dynamique, c'est-à-dire un rapport de force qui fait que l'acte, je dirais le comportement de l'un va alimenter énergétiquement le comportement de l'autre. Je rappelle qu'en grec, dynamo, ça veut dire force. Et donc, effectivement, une dynamique, c'est une situation où il y a un échange de force, un échange d'énergie entre deux éléments d'un système. Mais quand on parle de dynamique systémique, ça veut dire qu'en fait, chaque élément va alimenter en énergie la dynamique de l'autre. Ça va ? Vous me suivez ? D'ailleurs, c'est ce que je symbolise par ce schéma qui est extrait de la première version de mon livre « Relations et jeux de pouvoir », où vous avez finalement l'ours A et l'ours B qui vont essayer de s'influencer les uns les autres ou l'un l'autre. Donc ils vont essayer de se contrôler l'un l'autre. A va essayer de contrôler B et B va essayer d'exercer un contre-pouvoir par rapport à A. Et ce dont il ne se rend pas compte, B, c'est qu'à partir du moment où A veut essayer d'avoir du pouvoir sur B, eh bien B va en retour, en essayant de contrecarrer cette tentative de prise de pouvoir de la part de A, ne va faire qu'alimenter le jeu de A. Et ça, c'est ce que nous avons vu dans la deuxième vidéo aussi, quand je vous ai donné la définition d'un jeu de pouvoir. Eh bien, vous avez visuellement ici la symbolisation d'un jeu de pouvoir. Et
Et c'est ça qui fait que les jeux de pouvoir ont une tendance à se répéter à l'infini aussi. D'ailleurs, je me souviens d'une réflexion donc de ma première femme qui, lorsque deux de nos filles venaient se plaindre en disant « Ouais, maman, elle m'a fait ceci, etc. » Et puis l'autre qui dit « Ouais, ma maman, elle m'a fait ça aussi, etc. » Donc en fait, on se rendait compte qu'elles étaient bien dans une dynamique relationnelle systémique. Et la réflexion d'Ananou, c'était toujours de leur dire « Ok, j'entends bien que ça se passe comme ça, mais je veux pas savoir qui a commencé. » Parce que une fois que A et B sont dans un truc comme ça, à la limite que ce soit A qui ait commencé ou B qui ait commencé, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui va terminer la première. C'est ce qu'Ananou disait à deux de nos filles quand elle disait « Oui, mais elle a commencé. Non, c'est elle qui a commencé. » Non, moi je veux savoir qui va terminer. Mais en fait, c'est ça que nous allons faire dans cette vidéo d'aujourd'hui. C'est à voir comment nous terminons ces cercles vicieux et cette dynamique systémique où chacun alimente finalement le jeu de l'autre, alors qu'en réalité, on veut voir s'arrêter le jeu de l'autre. Mais plutôt que de vouloir que l'autre s'arrête dans son jeu, on va arrêter soi-même d'alimenter le jeu de l'autre et on va commencer à affamer le jeu de l'autre. Et là, il y a beaucoup plus de chances, sur le plan pratique, de mettre fin à cette situation systémique. Alors, je voudrais quand même faire un tout petit hommage à quelqu'un qui a été extrêmement important dans mon parcours intellectuel, c'est Edgar Morin. Edgar Morin, qui est né en 1921, et j'ai mis des points d'exclamation à côté de sa date de naissance, parce que figurez-vous qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire en février 2025, eh bien, Edgar Morin aura bientôt 104 ans. Bon, alors oui, c'est pas exceptionnel des gens qui sont plus que centenaires, il y en a plein la planète. Sauf que lui, il continue à écrire 2 à 4 livres par an. Il continue à accorder des interviews. Ça lui arrive parfois de faire des émissions de radio ou de télévision. Ça lui arrive encore de temps en temps de donner des conférences. À 104 ans. Vous imaginez ? Moi, ça, c'est extraordinaire. Alors, Edgar Morin, j'ai vraiment eu la chance de le rencontrer pour la première fois en 1984. J'avais 23 ans et j'ai eu l'occasion de suivre son cours de 4e cycle. Un cours de 4e cycle, c'est réservé à ceux qui font un doctorat ou qui font un post-doctorat. Et comme j'étais en train de faire mon doctorat en physique, doctorat, je précise que je n'ai pas soutenu jusqu'au bout, donc je n'ai pas le titre de docteur en sciences, mais j'ai quand même travaillé pour un doctorat pendant un certain temps et j'ai eu l'occasion d'écouter donc et de participer à un cours de 15 heures de 4e cycle à Louvain-la-Neuve, à l'université de Louvain-la-Neuve, à l'époque où Edgar Morin rédigeait sa thèse majeure, je dirais son œuvre majeure, qui s'appelle La méthode, qui finalement a fait l'objet d'une publication de 5 livres, qui s'intitule donc La méthode. Et à l'époque, il concevait le 3e tome de la méthode qui s'intitule « La connaissance de la connaissance ». Et c'est véritablement Edgar Morin qui m'a fait comprendre ce que c'était une situation systémique et ce que c'était l'approche systémique. Moi, à l'époque, j'avais 23 ans, j'avais fait des études en physique et je n'avais aucune connaissance de cette approche que je trouve extrêmement intéressante et beaucoup plus intéressante que l'approche linéaire. Et d'ailleurs, quand vous lisez les livres d'Edgar Morin, en tout cas la méthode, eh bien, vous allez trouver toujours des petits schémas comme ça. Donc, dans une phrase, vous avez, à un moment donné, vous avez un mot, une flèche, un autre mot, et puis une flèche qui revient en retour. Par exemple, donc dans le début du livre de La nature de la nature, il explique que en fonction du type de nature dans laquelle on se trouve, à une certaine latitude, eh bien, ça va influencer la manière dont la société va s'organiser. Mais inversement, la manière dont une société s'organise va rétroagir, c'est un terme que Edgar Morin utilise à tout bout de champ, va rétroagir sur la manière dont la nature va être organisée par cette société. Donc, en fait, il y a une relation
de dynamique systémique entre la nature et la société. Bon, eh bien, on pourrait dire, avec mes petits ours que je vous remets à l'écran, que l'action de A va avoir un impact sur l'action de B et sur surtout les réactions de B, mais les réactions de B vont avoir une rétroaction, une action en retour sur les actions de A. Et ça, ce sont des choses qui ne vous sont pratiquement jamais enseignées dans les théories de communication classiques. C'est-à-dire, on vous apprend à dire les choses au jeu, par exemple, mais on ne vous apprend pas, lorsque quelqu'un vous agresse, par exemple, comment réagir de telle sorte que votre réaction n'amplifie pas l'agression que vous venez de subir. Vous voyez? Et pour moi, quand j'ai entendu Edgar Morin, mais ça a été vraiment une découverte majeure et une ouverture majeure pour mieux comprendre pourquoi Ananou et moi, nous étions dans de tels jeux de pouvoir et pourquoi on était, malgré les meilleures intentions du monde, dans une situation où nous dégradions la qualité de nos relations. C'est vraiment grâce à Edgar Morin que j'ai compris pour la première fois l'interconnexion et ce que j'ai appelé finalement dans mes travaux la complicité circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes très souvent dans cette circularité complices des choses que nous subissons et dont nous nous plaignons par ailleurs. Et c'est là aussi que ça m'a fait comprendre que la plupart du temps, nous ne sommes pas des victimes innocentes, mais au mieux, nous sommes des victimes consentantes. Et ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que quand nous sommes une victime depuis 5 ans de la même personne, ça veut dire que quelque part, nous avons une part de responsabilité et nous avons une part de complicité de façon circulaire. Voilà. Alors, la couverture du livre d'Edgar Morin reprend cette fameuse lithographie de Escher que je trouve absolument extraordinaire. Mais c'est ça, c'est A qui alimente B et B qui, en retour, réalimente A et où il permet évidemment à A d'être encore plus dans la dynamique avec B, etc., etc. Il y a aussi un autre personnage auquel j'aimerais rendre hommage et que j'ai eu aussi la chance de rencontrer personnellement. C'était Joël de Ronet. Lui, il est né en 1937, il est toujours vivant lui aussi, et il a écrit un petit bouquin qui est très accessible pour le public. Très sincèrement, je ne vous recommande pas la lecture de la méthode d'Edgar Morin parce que c'est extrêmement exigeant. Et j'ai réussi à lire son œuvre parce que j'avais d'abord eu 15 heures de conférences et de séminaires de post de 4e cycle, ce qui m'a permis d'entrer dans la pensée d'Edgar Morin. Et à ce moment-là, ça a été très facile pour moi de comprendre et d'être capable de lire je dirais une littérature qui est quand même assez exigeante au niveau de la lecture. Voilà. Par contre, Joël de Ronet, c'est pour ça que je vous mentionne ce livre, Le Macroscope, qui est en fait le contraire du microscope. Le microscope, on va regarder les éléments de détail d'un système, alors que le macroscope, justement, va regarder l'ensemble des interactions d'un système. Voilà, ça c'est une lecture que je vous recommande, parce que c'est un livre qui est très facile d'accès et qui est très amusant, parce que c'est là où vous allez arrêter de penser de façon linéaire, A influence B, mais vous allez commencer à apprendre à penser en boucle. D'ailleurs, j'ai tiré du livre de Joël de Ronet un schéma que je vous mets en plus grand à l'écran. Vous voyez, donc là, il regarde ce qui se passe avec, je ne sais plus si ce sont des souris ou des rats ou des mulots ou des choses comme ça, bon, peu importe. Mais donc, si vous regardez en haut, au milieu, la population est en équilibre et il se peut que la population s'accroisse. Donc là, je vais vers la droite du schéma. Si la population s'accroît, toute chose étant égale par ailleurs, la nourriture peut faire défaut. Si la nourriture fait défaut, eh bien, il y a des individus qui vont mourir. Si les individus meurent, eh bien, la population va diminuer. Si la population diminue, l'équilibre va être rétabli.
Et inversement, si on va vers la gauche du schéma, hein, ça c'est une boucle systémique aussi, eh bien, une population à l'équilibre, si la population décroît, eh bien, la nourriture pourrait être en excès. Si elle est en excès, la reproduction va être plus rapide, et si la reproduction est plus rapide, la population va s'accroître, et à nouveau, l'équilibre va être rétabli. Voilà, donc c'est un petit exemple, bon, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais ça va vraiment vous apprendre à penser de façon systémique, à penser en termes de boucle, alors qu'à l'école, on nous a toujours appris à penser en termes linéaires. Et ça, c'est le drame aussi de la médecine, hein. Je fais une petite parenthèse de 30 secondes. En médecine, on donne un médicament sans tenir compte du fait que le médicament va influencer évidemment les paramètres physiologiques, mais ces paramètres physiologiques sont toujours inclus dans des boucles de rétroaction qui font que parfois le corps va réagir exactement dans l'inverse de l'effet qu'on essayait d'induire au départ. Même chose avec le soi-disant réchauffement climatique en disant écoutez, regardez, on émet de plus en plus de CO2, c'est une catastrophe, on va tous mourir. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand il y a une augmentation de CO2, eh bien, les plantes vont se nourrir davantage de CO2, donc elles vont rééquilibrer le système planétaire de telle sorte qu'il n'y a absolument aucune crainte à avoir par rapport à cette augmentation de CO2, peu importe d'ailleurs son origine. Vous voyez ? Parce que plus le CO2 est là, plus les plantes se portent bien, plus elles se développent et plus elles vont transformer le CO2 en oxygène. Donc, où est le problème? Mais ça, c'est typique d'une réflexion qui n'est pas systémique, mais qui est linéaire. Et beaucoup de scientifiques, malheureusement, de très haut niveau, ont encore une pensée linéaire et ils n'ont jamais appris à penser en termes de boucle. Voilà. Donc, pour terminer ce premier chapitre, mais je vais pour l'instant vraiment ne pas approfondir ça, parce que c'est simplement juste pour vous donner une perspective de choses que vous pourriez explorer en partie par vous-même, parce que je ne vais pas prendre toutes les catégories. Donc, il y a des catégories de répétition. Alors, celles que nous allons travailler dans cette vidéo d'aujourd'hui, ce sont les situations répétitives où on se retrouve comme victime, on est dans des conflits, on est harcelé de façon permanente, on est abusé de façon répétitive, on est escroqué de façon répétitive, etc., etc. Donc, en fait, ça, c'est ce que je vais travailler avec vous. Il y a aussi des comportements répétitifs qui sont inadaptés, qui sont frustrants, et pourtant, on va continuer à répéter ces comportements et pourtant, à chaque fois, on se rend bien compte que ça ne marche pas, quoi, hein, au niveau relationnel et dans d'autres circonstances. Par contre, ce que je ne vais pas travailler avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, ce sont les addictions psychologiques, les addictions au jeu, les addictions à la pornographie, par exemple. Bon, donc ça, effectivement, c'est quelque chose de répétitif et sur lequel vous pourrez appliquer les mêmes réflexions que celles que je vais vous faire dans les minutes qui suivent. Il y a les addictions physiques, addiction au sucre, addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, addiction à la drogue, etc., etc. Il y a les pensées répétitives aussi, qui relèvent plus de la psychiatrie, là. Donc il y a les obsessions, il y a les idées fixes, etc. Il y a les émotions répétitives, et là, effectivement, nous devons reconnaître que nous sommes parfois très addicts aux mêmes émotions, et surtout si ce sont des émotions désagréables, et c'est comme si on avait besoin d'être tout le temps dans une situation où on a de quoi se plaindre en permanence. Il y a aussi les tics et les TOC, c'est-à-dire les troubles obsessionnels compulsifs. Donc là, on est carrément dans la psychiatrie, mais tout cela, je ne vais pas le traiter, je ne vais traiter que les deux premières catégories de répétition. Et la question que je voudrais vous poser pour introduire le deuxième chapitre, c'est « Mais qu'est-ce qui fait qu'une boucle systémique peut ne pas s'arrêter ?» On pourrait se poser la question. Parce qu'il y a des boucles systémiques qui, lorsque le système est revenu à l'équilibre, eh bien, elles s'arrêtent d'elles-mêmes. C'est le principe de la chasse d'eau. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais une chasse d'eau,
c'est une boucle systémique, c'est une boucle de rétroaction systémique. D'ailleurs, Joël de Ronet prend cela comme exemple dans son livre pour montrer ce que c'est une boucle systémique avec une rétroaction négative. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où vous tirez la chasse d'eau, l'eau disparaît. Ça veut dire que le flotteur va être au plus bas, et en étant au plus bas, il va ouvrir le robinet qui va remettre de l'eau dans la chasse. Et donc, ça veut dire que la position du flotteur va avoir une influence sur l'ouverture du robinet. Mais plus l'eau monte, c'est-à-dire plus le robinet donne de l'eau, eh bien plus le robinet va influencer la position du flotteur, qui en retour va influencer l'ouverture du robinet. Et à un moment donné, quand le flotteur est arrivé à la bonne hauteur, eh bien, le robinet est fermé. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une boucle systémique avec rétroaction négative, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'arrête. Mais il y a des boucles systémiques qui ne s'arrêtent jamais. Et donc, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est qu'est-ce qui fait qu'une boucle systémique ne s'arrête jamais ? C'est-à-dire que, si je reprends encore une fois mon jeu de pouvoir avec les deux ours là, qu'est-ce que B fait ou ne fait pas, qu'est-ce que B dit ou ne dit pas, qui permet à A de continuer à faire pression sur lui, ou à avoir du pouvoir sur lui. C'est ça que nous allons voir maintenant. Le deuxième chapitre, je l'ai intitulé « Les bénéfices secondaires ». Et en fait, bon, il n'y a pas de suspense là parce que le titre de ce deuxième chapitre donne une réponse, pas complète encore, à la question que je vous ai posée il y a quelques instants. Qu'est-ce qui fait qu'une boucle systémique peut ne pas s'arrêter? Voilà. Et on pourrait se demander, mais effectivement, parce que, bon, que A ait une tentative de jeu de pouvoir sur B, et que B, dans un premier temps, réagisse une première fois, et puis B se rend compte que, ah ben non, mais quand il réagit comme ça, il ne fait que empirer la pression ou la volonté de pouvoir, ou la volonté de contrôle, hein, c'est ce que nous avons vu la fois dernière, sur lui. Et il pourrait très bien dire « Oh, non, c'est vraiment pas une bonne idée de réagir comme ça, j'arrête. » Donc en fait, ce qui manque à B, et qui fait que la situation se prolonge dans le temps. C'est ça, en fait, qu'il faut se rendre compte. Et parce que c'est ça qui est désespérant dans les répétitions. C'est que ça ne se passe pas une fois, mais que ça se passe tous les jours entre A et B depuis 25 ans de vie conjugale. Alors, c'est là où on pourrait faire une première hypothèse de travail, mais vous allez voir qu'il y en a une deuxième, parce que la première hypothèse ne sera pas suffisante. C'est que si ces situations... Et c'est de la pure logique, hein, là, ce que je vous dis. Si ces situations se répètent presque à l'infini, ben, c'est que B n'est pas conscient de sa part de responsabilité. Hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, si B se rend compte que, wow, quand je fais ça, ça empire la situation, bon, ben, ok, j'arrête. Bon, ben là, il est conscient de sa part de responsabilité. Il est conscient que chaque fois qu'il réagit comme ça, il ne fait que alimenter, que mettre de l'huile sur le feu, et le feu de la colère de A ne fait que s'amplifier. Il se dit, wow, là, je fais un pas de recul et j'arrête d'être complice, hein, c'est la notion de complicité circulaire, j'arrête d'être complice de cette situation. Mais vous comprenez que cet argument n'est pas suffisant. Parce que, quand même, il y a une souffrance dans toutes ces situations répétitives. Regardez, dans les 4 cercles vicieux que nous avions examinés ensemble dans la deuxième vidéo, ben, regardez, dans la première situation, il y avait quand même une perte de contrôle. Donc, il y a une souffrance, là. Plus j'essaye de contrôler, plus je perds le contrôle. Donc, ok, je veux bien qu'il y a pas de conscience de sa part de responsabilité. Hein, je n'ai pas, puisque là j'ai mis tout le cercle vicieux au jeu, donc je n'ai pas conscience de ma part de responsabilité dans ce qui me fait souffrir. Bon, d'accord, ok, mais enfin, si je souffre, pourquoi est-ce que j'arrête pas? Vous voyez, dans la deuxième situation, il y a une non-satisfaction de mes besoins. Ok, mais alors pourquoi je continue? Dans la troisième situation, il y avait
je me fais rejeter par l'autre. C'est-à-dire, plus je fais pression sur l'autre, plus il me rejette. Pourquoi j'arrête pas? Vous voyez? C'est pas tout de dire, ouais, j'étais pas conscient de ma responsabilité. D'accord, mais enfin, ça me fait souffrir quand même. Regardez, 4e, je me fais dominer par l'autre finalement. C'est pas ça que je voulais. Si je pose ma main sur une plaque électrique qui vient de chauffer, une plaque électrique dont on vient d'enlever la casserole juste avant, je mets ma main distraitement parce que je suis en train de parler avec ma femme, et qu'est-ce que je vais faire? Mais instantanément, même si je ne suis pas conscient de ce que je fais, mais instantanément, je vais retirer ma main, je vais quand même pas la laisser comme ça. Donc pourquoi, malgré la souffrance, on continue à entretenir des scénarios qui nous sont totalement préjudiciables sur le plan relationnel? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si vous ne vous êtes pas posé cette question, vous êtes au bon endroit avec cette vidéo. Parce que, et ça c'est ma 2e hypothèse de travail, si ces situations se répètent presque à l'infini, c'est qu'elles ont, écoutez bien, une utilité positive pour B. C'est-à-dire, ok, non seulement il n'est peut-être pas conscient de sa part de responsabilité, mais en plus, ça a une utilité positive pour lui. C'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Alors, je vous donne tout de suite la définition habituelle que l'on donne d'un bénéfice secondaire, et ça c'est un terme qui vient de Freud, donc ça fait longtemps qu'on connaît ça en psychologie, mais c'est pas pour ça qu'on est plus habile pour débusquer et pour conjurer les bénéfices secondaires, mais bon, ça c'est une autre affaire, ça c'est ce que je vais vous apprendre dans la suite. Un bénéfice secondaire, c'est un avantage inconscient que l'on retire d'une situation objectivement désagréable, inconfortable, indésirable, frustrante. Donc, vous entendez? Donc, ça veut dire que le bénéfice secondaire, c'est un avantage inconscient. Bon, on est bien d'accord avec l'hypothèse 1, il y a de l'inconscience. Mais on est inconscient du fait qu'en réalité, si on continue à être dominé, si on continue à être frustré, si on continue à perdre le contrôle, etc., c'est parce qu'on en retire un avantage inconscient. Alors que la situation, extérieurement, elle est complètement désagréable, inconfortable, indésirable, frustrante. Et cet avantage peut être de 2 natures complémentaires, soit c'est d'éviter la souffrance, soit c'est d'entretenir le plaisir. Et vous allez évidemment mieux comprendre avec des exemples que je vais vous donner à l'instant. Alors je vais d'abord vous donner 2 illustrations qui sont des illustrations où il n'y a pas de répétition, il n'y a pas un caractère répétitif, mais on a bien un bénéfice secondaire. Alors je vous donne l'exemple d'un étudiant qui va à son examen à vélo, mais il ne se sent pas très bien préparé, il n'a pas eu le temps d'étudier tout son cours, etc. etc. Bon, il doit quand même y aller, donc il part à vélo le matin, mais évidemment il est un peu distrait, et il se fait renverser par une voiture, à un tel point que, bon, il n'en meurt pas évidemment, mais il est hospitalisé. Voilà, donc du coup, c'est quoi le bénéfice secondaire qu'il a retiré de cet accident de vélo? C'est qu'il évite un examen où il aurait échoué parce qu'il n'était pas bien préparé. Il n'avait pas eu le temps de tout étudier. Voilà, ça c'est un exemple, je pense, qui est même donné par Freud. Ça, c'est un bénéfice secondaire. Donc vous voyez, la situation objective, extérieure, consciente, c'est j'ai fait un accident, je suis hospitalisé, j'ai une jambe cassée, un bras cassé, je ne sais pas quoi, j'ai une commotion cérébrale. Ça, c'est la situation extérieure, mais le bénéfice secondaire, c'est-à-dire l'avantage inconscient que j'ai, c'est que j'ai évité un examen où j'aurais pu échouer. Ça y est? Bon, allez, j'y vais. Je raconte l'histoire d'un de mes amis psychiatres, et qui, bon, comme tous les médecins qui sont mes amis, ce sont tous des gens qui sont marginaux par rapport à l'ordre des médecins. Et ils ont à peu près tous eu des problèmes avec l'ordre des médecins. Et lui, effectivement, il était harcelé depuis 2-3 ans par l'ordre des psychiatres parce qu'il était un des psychiatres français à prescrire le moins
d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, etc., de sa profession. Or, comme vous le savez, et comme vous l'avez deviné, c'est que l'ordre des médecins, l'ordre des psychiatres, finalement, ce sont des agents commerciaux qui veillent surtout aux intérêts des compagnies pharmaceutiques et des marchands de médicaments, et beaucoup moins qui veillent aux intérêts des patients. Hein. On est bien d'accord là-dessus. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, faites vos recherches. Mais en tout cas, pour moi, c'est une conviction profonde que j'ai, c'est que l'ordre des médecins n'est absolument plus au service de la protection du patient. Je ferme cette parenthèse. Mais il n'empêche que mon ami psychiatre, la manière dont il s'en sortait, c'est parce qu'en fait, ils sont rémunérés à l'acte. Et un psychiatre, en moyenne, voit un patient pendant 5 minutes. Le temps de l'accueillir, de lui dire bonjour, comment ça va, toujours la même chose? Ok. Il fait la prescription du médicament, il donne au patient, et on sait statistiquement qu'un psychiatre peut voir jusqu'à 10 à 12 patients par heure, et donc ils sont payés 10 à 12 fois pour un acte de consultation. Vous voyez le système? Bon, mon ami, lui, il passait 1 heure à 1 heure et demie avec chacun de ses patients. Mais 1 heure et demie, c'est un acte. C'est-à-dire qu'il était payé entre 12 et 18 fois moins que ses collègues pour le même temps passé dans son cabinet. Et donc c'est là que mon ami avait un petit peu fraudé, un peu beaucoup, dans le sens où il recevait une personne pendant 1 heure et demie, mais il faisait toute une série d'attestations de soins qu'il post-datait ou qu'il antidatait, de telle sorte que c'est comme s'il avait vu cette personne 12 fois dans les 12 semaines qui avaient précédé. Comme ça, il était payé pour le temps qu'il avait effectivement passé, enfin même moins que le temps parce qu'il ne prescrivait même pas 12 séances s'il passait 1 heure et demie, donc c'était assez honnête par rapport à l'investissement qu'il faisait, et il aidait véritablement les personnes à s'en sortir avec très très peu de médicaments, ou parfois même sans médicaments. Mais du coup, il avait 2 carnets. Il avait un carnet officiel avec toutes les pseudo-séances qu'il avait eues avec le patient, et puis il avait son vrai carnet de rendez-vous, évidemment, où il avait Madame une telle pendant 1 heure et demie. Bon, alors, il se fait inspecter par l'ordre des psychiatres, il était harcelé de plus en plus, menacé de plus en plus, et un jour, on débarque chez lui, on fouille dans son bureau, et puis on lui demande « Donnez-nous votre carnet de rendez-vous ». Et il a fait un superbe acte manqué, parce qu'en fait, les actes manqués vont vous apporter des bénéfices secondaires. Et l'acte manqué, c'est que, au lieu de sortir son carnet officiel avec un rendez-vous chaque semaine pour Madame Dupont, eh bien, il a sorti son vrai carnet de rendez-vous où il y avait un rendez-vous d'1 heure et demie pour Madame Dupont, etc. Donc, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il avait déclaré. Évidemment, il a été exclu de l'ordre des psychiatres avec interdiction d'exercer jusqu'à la fin de ses jours. Quel était le bénéfice secondaire qu'il a retiré de cette situation? C'est qu'il a été soulagé, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il a été soulagé de la dictature de l'ordre des psychiatres. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas perdre son boulot. Bon, il a dû se recycler dans un autre domaine, peu importe. Il a commencé à vendre des œuvres d'art, mais voilà, et il a très bien réussi dans ce domaine d'ailleurs. Mais il me dit, Jean-Jacques, ce jour-là, quand je me suis vu, mais c'était trop tard, donner le carnet de mes vrais rendez-vous, je me suis dit, oh merde, et en même temps, une fois que la sanction est tombée, etc., ça a été un soulagement pour lui extraordinaire. Voilà, ça c'est un bénéfice secondaire qui est très souvent lié à des actes manqués. Bon, maintenant si vous avez compris ça, on va regarder ça sur quelques exemples relationnels où il y a une répétition infernale et une répétition désespérante. Alors, on commence par quelque chose de simple. Un enfant dont les parents sont très occupés. Eh bien, il est en manque
de reconnaissance, il est en manque d'attention, il est en manque d'amour, il est en manque de contact, il est en manque d'interaction. Qu'est-ce que cet enfant va faire? Eh bien, il va avoir tendance à commencer à faire des bêtises. Et en faisant des bêtises, par exemple, il va briser le pot de confiture sur le carrelage de la cuisine. Là, en faisant une bêtise, là, les parents vont intervenir, même si les parents sont très occupés en disant « Mais attends, va jouer parce que papa et maman, ils n'ont pas le temps, ils sont bien occupés, etc. On verra ça, on jouera plus tard avec toi, etc. » Donc, en fait, l'enfant ne reçoit jamais cela. Mais il fait une bêtise, il fait une connerie. Et là, il se fait punir. Donc, objectivement, recevoir une punition, vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose de frustrant, c'est quelque chose de désagréable, c'est quelque chose d'inconfortable. Mais il y a un super bénéfice secondaire, c'est que là, on s'occupe de moi. Là, on interagit avec moi. Là, on me donne un signe de reconnaissance. Les Américains appellent ça a positive stroke et a negative stroke. Donc c'est un signe de reconnaissance négatif, mais c'est un signe de reconnaissance. Comme disait Jean-Jacques Goldman, tout mais pas l'indifférence. Donc le bénéfice secondaire de cet enfant, c'est plus je fais des bêtises, plus je deviens délinquant, parce que ça peut se prolonger pendant l'adolescence, plus mes parents vont être obligés de s'occuper de moi en m'engueulant, en me punissant, etc. Mais au moins, j'existe pour eux. C'est que je ne suis plus invisible à leurs yeux. Vous avez compris? Donc vous avez compris pourquoi un enfant qui fait des bêtises ou un adolescent délinquant va avoir tendance à continuer à être délinquant. C'est parce qu'il est en recherche de reconnaissance. Il est peut-être aussi en recherche de limites. J'ai besoin de limites pour me structurer. Un enfant qui n'a pas de limites ne va pas être capable de s'auto-structurer. Vous voyez ce que c'est un bénéfice secondaire? Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi on a tendance à répéter quelque chose qui est désagréable. Parce que recevoir des torgnoles à longueur d'année, se faire engueuler à longueur d'année, c'est pas agréable. Oui, mais il y a quelque chose qui est plus fort que ce préjudice conscient que je vis, c'est le bénéfice inconscient que j'en retire. L'avantage inconscient. J'ai connu une femme qui a déclenché une sclérose en plaques au moment où sa fille lui a annoncé qu'elle faisait une spécialisation en tant qu'infirmière pour partir dans les pays en voie de développement, en Amérique latine, pour aider les populations déshéritées. Et juste après cette annonce, la mère a commencé une sclérose en plaques. Et malheureusement, la fille a dit à sa mère, la fille est infirmière, « Oh, mais maman, tant que tu seras malade, je resterai auprès de toi et après cela, je partirai. » Qu'est-ce que vous pensez que la mère a fait inconsciemment? Elle a dégradé de plus en plus sa sclérose en plaques. Parce que pour elle, le bénéfice secondaire de se retrouver dans une chaise roulante, parce que finalement, moi j'ai connu cette famille, cette femme a terminé ses jours dans une chaise roulante et puis complètement paralysée. Parce que pour elle, le bénéfice secondaire d'être paralysée, c'est je garde ma fille près de moi et je garde le contrôle aussi sur ma fille. Ça va ? Vous voyez le bénéfice secondaire? Et vous comprenez pourquoi elle n'a jamais guéri sa sclérose en plaques, qui est une maladie qui, surtout au début, se guérit assez facilement. En tout cas, moi, j'en ai été témoin à plusieurs reprises dans mes séminaires sur les sentiers de la guérison. C'est tout à fait possible de guérir d'une sclérose en plaques. Pas à n'importe quelle condition, évidemment, parce que là, il faut aller déverrouiller le bénéfice secondaire qu'on retire d'une maladie. Les gens qui accumulent des tuiles, des malheurs, vous savez, on dirait qu'il y a des gens qui ont la... comment est-ce qu'on dit ça? Qui ont le mauvais œil, qui ont une malédiction, qui font que tous les malheurs du monde leur tombent dessus. C'est quoi le bénéfice secondaire de ça? C'est que peut-être, même si c'est douloureux tout ce qui leur arrive, c'est qu'ils vont avoir peut-être dans leur entourage des gens qui vont s'occuper d'eux. Ils vont avoir des gens qui vont les plaindre.
Ça peut être le bénéfice secondaire, vous voyez? Et donc, il y a des gens qui vont continuer à attirer sur eux des malheurs parce que parce que c'est tellement génial, tout le monde s'occupe de moi et tout le monde me plaint. Alors, il y a évidemment les couples dont les névroses sont complémentaires. Alors ça, c'est vraiment très drôle parce que vous avez des couples, les couples ne se forment jamais par hasard. Vous avez un ou une dominante, et vous avez un ou une dominée. Vous avez un extraverti ou une extravertie et un introverti ou une introvertie. Vous avez un abuseur ou une abuseuse, et puis vous avez un abusé ou une abusée. Et ces couples, soit sont en conflit perpétuel, et ça fait 30 ans que ça dure, et alors on peut se demander, mais attends, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, et ça fait 30 ans qu'ils se crêpent le chignon, ça fait 30 ans qu'ils... Pourquoi? C'est quoi le bénéfice secondaire? Le bénéfice secondaire, c'est qu'ils ne vont jamais remettre en question leur propre névrose. C'est-à-dire, chacun reste dans sa névrose et chacun a besoin de l'autre pour entretenir et alimenter sa névrose. Voilà. Ça, je l'approfondis dans le 3e module de l'Académie des relations authentiques, de regarder quelles sont toutes les névroses qui sont à l'origine de ces scénarios-là. C'est infernal, mais c'est extraordinairement complémentaire, je dirais. Hein, c'est les atomes crochus inconscients, tels qu'on les définit en psychanalyse. Alors, un autre exemple qui est encore plus étonnant, c'est ces femmes battues qui ont peut-être le bras cassé, etc. Elles se sont fait battre à coups de poing, à coups de pied. Elles vont se réfugier dans une maison d'accueil et de refuge pour les femmes battues. Et une de mes amies a travaillé dans ce genre de maison d'accueil et elle me disait que au tout début du séjour, elles étaient obligées d'enfermer à double tour les femmes battues qui venaient d'arriver au foyer, parce que dans les 24 à 48 heures, ces femmes suppliaient pour retourner chez leur bourreau. Alors on pourrait se demander, mais c'est quoi l'idée? Tu viens de te faire amocher, tu viens de te faire mettre un poing dans la figure, tu as eu ton bras cassé, tu as été molesté, etc. Et tu veux retourner chez ce gars-là? Pourquoi? Quel est le bénéfice secondaire d'être battu pendant des années? C'est que je garde la même identité, c'est-à-dire ma pseudo-identité, ce que les psychanalystes américains appellent le false self, c'est le faux soi. C'est-à-dire que, à force d'être battu, j'en finis par me dire que je égale quelqu'un battu, je égale victime. Et donc, si je ne suis plus une victime à un moment donné, je suis quoi, moi? Je suis plus rien. Je égale rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce que cette femme veut, c'est surtout, je veux conserver mon identité. Enfin, ce que je crois être mon identité, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une fausse identification. Et donc, je vais retourner. Donc, le bénéfice secondaire, c'est je conserve mon identité de victime. Et malgré le fait que je me fais battre, je vais retourner. C'est fou, hein? Mais réfléchissez à tout ça et pensez à des exemples que vous avez vus dans votre vie. Vous allez voir que ce que je vous raconte correspond à l'observation du réel. C'est pas des trucs que je parle à travers mon chapeau, là. Je vous rappelle quand même que j'ai plus de 35 ans d'expérience, d'accompagnement de personnes. Et ça, j'en ai vu des histoires et j'en ai entendu des histoires de vie, hein. Allez, une dernière, c'est une femme que j'ai rencontrée dans un congrès d'infopreneurs il y a quelques années à Athènes, et le soir, on était tous au bar en train de discuter, en train d'échanger sur nos expériences d'entrepreneurs, et elle vient me trouver, elle me dit: tiens Jean-Jacques, on m'a dit que tu étais spécialiste des relations humaines. Je dis: bah oui, effectivement, c'est mon métier. Elle me dit: je pourrais te parler d'une situation répétitive dans ma vie qui
qui m'embête énormément et pourtant je ne sais pas comment en sortir. Je dis oui, écoute, je t'écoute. Là pour l'instant, on est là pour ça, donc allons-y. Hein. Et elle me dit, écoute, mon problème, c'est que je tombe toujours amoureuse d'hommes dont je découvre qu'ils sont mariés. Et elle dit, je ne tombe amoureuse que d'hommes mariés. Même s'ils n'ont pas d'alliance, même si je ne connais pas leur vie, c'est comme si mon inconscient me téléguidait toujours vers un homme marié, et je tombe follement amoureuse de ce genre d'homme, mais évidemment, moi j'en veux plus de ça. Moi je voudrais bâtir un foyer avec un homme qui est libre, un homme qui est disponible, et je n'y parviens pas parce que les seuls hommes dont je tombe amoureuse, ce sont des hommes qui sont déjà pris. Donc, mon envie de fonder une famille, d'avoir des enfants avec cet homme, etc., tombe à chaque fois à l'eau et j'en souffre et je ne comprends pas pourquoi j'en reviens toujours à la même situation. Et là, j'ai posé une question qui a débloqué toute la situation. Et cette question, je vais vous la livrer dans le chapitre suivant. Ce dernier chapitre va être assez court, mais je vous assure que c'est de l'or en barre que je vais vous livrer à l'instant. Et c'est vraiment avec cette question-là que j'ai permis à cette femme dont je vous parlais à l'instant de complètement changer sa dynamique inconsciente, et 3 mois plus tard, elle m'écrivait un petit courriel en me disant « J'ai enfin rencontré l'homme de ma vie ». Elle m'a envoyé une photo d'elle avec son amoureux et elle a bâti la famille qu'elle aurait voulu bâtir depuis des années et des années. Bon, depuis lors, j'ai plus de nouvelles d'elle et je ne sais pas comment ça se passe pour elle. Et j'espère qu'elle n'a pas trop de problèmes relationnels, comme tous les couples en connaissent de toute façon. Mais en tout cas, je dirais, la malédiction s'était arrêtée pour cette femme. Et en fait, j'ai pas fait des miracles. Hein. J'ai juste posé une question pour l'aider à identifier son bénéfice secondaire. Parce que je lui aurais demandé « Ah ouais, et c'est quoi ton bénéfice secondaire ?» Je ne suis pas sûr qu'elle aurait trouvé. Hein, déjà qu'elle n'aurait pas compris le vocabulaire, bénéfice secondaire. Voilà. Donc, je lui ai posé cette question-ci, et c'est une question que vous allez pouvoir vous poser à vous-même par rapport à des situations répétitives que vous avez identifiées dans votre vie. D'ailleurs, à la fin de la vidéo 2, vous vous souvenez que je vous avais demandé de préparer une liste des situations qui se répètent au niveau relationnel et qui sont, pour la plupart, frustrantes et, je dirais, difficiles à vivre. Bon, c'est ici que vous allez prendre votre carnet et que vous allez vous poser à vous-même la question en or massif. Alors, cette question, elle est là, elle est toute simple. Donc, j'ai demandé à cette femme, qu'est-ce qui arriverait d'extrêmement dramatique pour toi, si cette situation devait s'arrêter? C'est ça que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui arriverait d'extrêmement dramatique pour toi? C'est-à-dire qu'en fait, je lui demande, de cette façon-là, vous voyez, ce que je suis en train de lui demander, c'est quel serait le bénéfice que tu perdrais si cette situation devait s'arrêter? Vous avez compris l'astuce? Donc, je ne l'ai pas focalisé sur son bénéfice, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu perdrais? Qu'est-ce qui arriverait de dramatique, de vraiment insupportable pour toi si cette situation devait arrêter? C'est-à-dire si tu ne tombais plus amoureuse d'hommes mariés. Et là, elle m'a répondu instantanément. Cette femme était d'origine libanaise et elle avait connu sa mère, angoissée en permanence pendant la guerre du Liban, à se demander tout le temps, est-ce que mon mari va survivre? Est-ce qu'on ne va pas m'annoncer du jour au lendemain que mon mari est mort, que mon frère est mort, que mon fils est mort, etc. Et en fait, elle était petite fille à cette époque-là, pendant la guerre du Liban,
Et ce qu'elle avait engrammé dans son inconscient, c'est être mariée, c'est vivre des angoisses permanentes. Et d'ailleurs, la manière dont elle m'a répondu, mais je ne vais pas prolonger cet exemple, elle m'a dit « j'en mourrai ». Et alors, je dis attends, et puis elle me dit non, j'aurais peur en permanence que mon mari meure. Donc la solution parfaite de son inconscient, c'était d'aller chercher uniquement des gens des hommes qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas libres. Parce que si elle trouvait un homme libre, son inconscient lui disait et attention, si tu t'attaches à un homme libre qui sera ton homme, eh bien cet homme, tu seras angoissé tous les jours du fait qu'il puisse en mourir. À partir du moment où elle a pris conscience de ça, j'ai même rien eu à faire. Elle avait mis en conscience, donc du coup mon hypothèse numéro 1 de tout à l'heure, elle est effectivement tout à fait pertinente. Elle n'était pas consciente d'un scénario chez elle, mais en plus, elle n'était pas consciente du fait qu'il y avait une grande utilité pour elle à ne tomber amoureuse que d'hommes mariés. Ça va? Vous avez compris? Bon. Donc, on pourrait poser la même question pour tous les exemples que je vous ai donnés juste avant. Hein? L'étudiant renversé par une voiture, hein? Qu'est-ce qui arriverait de dramatique pour toi si tu n'avais pas eu cet accident? Ben, j'aurais échoué mon examen. Bon, bravo. Voilà, on trouve immédiatement, c'est une question qui est vraiment géniale parce qu'elle est très simple à poser et elle est très simple à répondre. L'ami psychiatre qui a été exclu, qu'est-ce qui se serait passé pour toi de dramatique si tu avais donné le bon carnet plutôt que le mauvais? Ben, il me dit, ben, j'aurais continué à être harcelé, j'aurais continué à avoir le poids de la pression de l'ordre des psychiatres. Alors, si on reprend les 5 derniers exemples que je vous ai donnés, ben, l'enfant puni, qu'est-ce qui se passerait pour toi de dramatique si tu arrêtais d'être puni? Réponse, j'aurais l'impression d'être invisible pour mes parents. Qu'est-ce qu'il y aurait de dramatique pour toi si tu n'étais plus affecté par la sclérose en plaques? Ben, ce qui serait dramatique, c'est que ma fille s'en irait en Amérique latine pour aider les populations déshéritées. Donc je préfère garder ma sclérose en plaques. Qu'est-ce qui arriverait de dramatique s'il n'y avait plus aucune tuile qui te tomberait dessus et plus aucun malheur qui te tomberait dessus? Ben, il n'y aurait peut-être plus personne qui viendrait prendre de mes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y aurait de dramatique si les conflits entre vous s'arrêtaient? Ben, j'aurais l'impression qu'il n'y a plus de vie entre nous. Parce que là, je me sens en vie quand on est en conflit. Je me rends compte de ça. Qu'est-ce qu'il y aurait de dramatique pour toi si tu n'étais plus battu? Réponse qui m'a été faite déjà, donc ça, c'est pas une invention. J'aurais l'impression de mourir. Et effectivement, j'aurais l'impression que mon identité n'existe plus. J'aurais vraiment l'impression que je suis en train de mourir. Voilà, donc, je vous remets encore une fois cette question en or massif sous les yeux. C'est vraiment une question à garder précieusement dans votre boîte à outils parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous tirer d'affaire véritablement. Allez, on passe maintenant à la conclusion de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai passé énormément de temps à la préparer. Alors maintenant, ce que je vous demande pour que vraiment cette vidéo devienne quelque chose d'utile et de pratique pour vous et que ça se transforme en quelque chose qui va faire évoluer et vous permettre de commencer à changer des choses dans votre vie, c'est là où je vous conseille de faire un résumé déjà, peut-être en une demi-page, en une page, en 2 pages, peu importe, et aussi de faire l'exercice, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, pour découvrir un ou plusieurs de vos bénéfices secondaires par rapport à des situations répétitives.
Je vous invite aussi à tirer les enseignements de ce que vous avez entendu en lien avec votre vie, évidemment. Et je vous demande d'écrire sous cette vidéo, ça me fera très plaisir, ce qui a résonné et ce que ça a révélé de vous. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire et de voir évidemment quelle résonance ça a trouvé à l'intérieur de vous. Et je vous demande, comme je l'ai dit au début, de partager le lien de cette vidéo aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. Je pense que vous avez mesuré aujourd'hui à quel point cette vidéo était extrêmement pratique et pouvait être salutaire. Ça, je suis certain que vous n'avez pas souvent entendu dans des séminaire de communication classique, chose que je ne critique absolument pas puisque moi-même, dans le cadre du programme de l'Académie des relations authentiques, j'enseigne les bases de la communication non violente, mais à la fin du programme, une fois qu'on a travaillé de façon encore beaucoup plus approfondie sur toutes les dimensions inconscientes et involontaires des relations. Parce que tant qu'on n'a pas réglé ça, tant qu'on n'a pas nettoyé le fondement et le soubassement des relations, ça sert à rien de connaître les outils de communication non violente ou autres outils de communication classique. Voilà. Alors, la prochaine fois, la vidéo va s'intituler « En finir avec la peur de l'inconnu ». Et en fait, vous allez voir que les bénéfices secondaires sont liés à la peur de l'inconnu. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment toute une progression dans ces vidéos et c'est la raison aussi pour laquelle, si vous communiquez avec d'autres personnes, dites-leur de bien commencer par la première vidéo parce que sinon, ils vont perdre le bénéfice de tout ce, je dirais, toute cette progression que je vous ai offerte. Bien. Et à préparer pour la vidéo 4, je vais vous demander cette fois-ci d'identifier les situations qui vous font peur sur le plan relationnel, bien entendu, et les conséquences que ça a pour vous actuellement. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie énormément pour votre attention, merci pour votre confiance, merci pour votre engagement aussi, merci pour le temps que vous passez à essayer de vous améliorer. Je pense que si chacun d'entre vous et chacun d'entre nous fait des efforts pour s'améliorer, eh bien, ça ne pourra que profiter à l'ensemble de l'humanité. Donc, merci beaucoup, prenez bien soin de vos relations et à la prochaine fois.